Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. Mania de l'immobilier. Un jour, mania de l'immobilier toujours. Donald Trump a surpris et choqué le monde entier ce mardi 4 février en présentant la bande de Gaza comme un terrain vague à aménager en Riviera du Moyen-Orient. Un terrain vague dont on exproprierait les habitants pour laisser la place à un complexe touristique. Une nouvelle sortie du président américain qui prêterait à sourire si elle n'intervenait pas après 16 mois d'une guerre qui a détruit tout un pays et qui a tué et blessé des dizaines de milliers de personnes, et si elle n'impliquait pas l'appropriation d'un territoire au mépris des règles du droit international. La proposition a bien évidemment suscité de nombreuses condamnations dans la région, mais aussi de la part des chancelleries occidentales et des Nations Unies, inquiètes face au projet de Trump qui enterre définitivement la solution à 2 États. Nous voilà donc autour de cette table à commenter et à analyser aujourd'hui les conséquences d'une proposition dont l'absurdité n'échappe à personne, mais qui, formulée par l'homme le plus puissant du monde, s'inscrit désormais dans un réel dont on a peine à croire qu'il est le nôtre. Alain, Jean-Marie, j'imagine que comme moi, vous n'en avez pas cru vos oreilles en entendant Trump, mais pour vous, est-ce un plan sérieux ou une nouvelle bravade destinée à faire bouger les lignes? On commence à connaître ces méthodes de Trump qui veut tout bousculer avant de négocier. On peut tout dire de ce genre de sortie de Trump. Il entend mobiliser chaque semaine toute l'attention médiatique, ne rien laisser aux autres, occuper tout l'espace médiatique de préférence, et donc de ce point de vue-là, il réussit. Mais vous pouvez dire aussi que ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de la parole des États-Unis. Il est le porte-parole du plus grand pays du monde. Alors, est-ce qu'il peut s'amuser comme ça, à lancer des ballons d'essai, sérieux, pas sérieux? Vous imaginez, quand on sera dans une négociation aussi difficile que celle de l'Ukraine, ce que ça pourra donner, les interventions de Donald Trump? Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux, ne pas les prendre au sérieux? Alors, les gens qui sont proches de lui ou qui ont une interprétation charitable de ce genre de sortie disent oui, mais si vous voulez, si on s'en tient à la doxa du moment, on trouve jamais de solution, on ne fait rien avancer. Donc au moins, lui, il lance des ballons d'essai et qui sait s'il n'en sortira pas quelque chose de positif. Sauf que là, c'est tellement abracadabrant qu'on voit mal ce qui peut en sortir, ou alors si, on voit très bien ce qui peut en sortir et on en parlera. On voit très bien ce que ça veut dire sur le plan de ce qui peut arriver d'un éventuel règlement du conflit israélo-palestinien. Mais est-ce qu'avec des mots outranciers, il ne dit pas simplement qu'il faut pouvoir reconstruire la bande de Gaza et l'aider à se développer sur le plan touristique, par exemple? Ça, c'est ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche et c'est ce qu'a dit le secrétaire d'État, Mario Rubio, très embarrassé, si vous voulez. Il a dit, mais écoutez, si on ne fait rien, si on n'attire pas l'attention des puissances arabes les plus riches, parce que dans sa conférence de presse, le président Trump a dit que cela doit être financé par des pays de la région très riches. Autrement dit, ça vise les pays du Golfe. Il n'y a qu'eux qui peuvent mobiliser les capitaux nécessaires pour reconstruire. 70% des bâtiments ont été détruits pour reconstruire la bande de Gaza. Et donc, voilà, il a fait cette sortie uniquement pour mobiliser les Arabes. Mais ça n'a pas de sens, je veux dire. La question n'est pas celle-là. On ne va pas déplacer les gens une deuxième fois, d'autant que ce sont souvent pour les 2 tiers d'entre eux, les enfants ou les petits-enfants de réfugiés. On ne va pas organiser un deuxième exil dans des pays arabes qui ne veulent pas les accueillir, leur construire des maisons dans ces pays ou des habitations pour 5 ou 10 ans, et ensuite leur offrir la possibilité de revenir, on se demande à quel prix et avec quels moyens, dans la bande de Gaza. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens sur le plan pratique. Ça a peut-être un sens politique, mais pas sur le plan pratique. Quel est le sens politique, selon vous, de cette sortie de Trump? Le sens politique pour Donald Trump, je pense que c'est d'achever ce qu'il a commencé avec les fameux accords d'Abraham, qui ont été interrompus par la journée du 7 octobre. Puisque le dernier sur la liste la liste aurait été à ce moment-là finie, définitive, et surtout, c'est le partenaire indispensable, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite reconnaîtra Israël, je veux dire, ce sera évidemment une toute autre paire de manches pour celles et ceux qui, dans cette région du monde, voudraient éradiquer Israël. Ça n'aurait pour le coup, ça ferait tomber largement un banc de l'hostilité à Israël. Donc je pense que c'est raisonnablement ce qu'il peut avoir en tête. Maintenant, si on regarde ce qu'il fait, ce qu'il dit, quand Netanyahou dit jamais Israël n'a eu de soutien aussi fort que le vôtre,
comme si les autres présidents d'ailleurs, et à commencer par Biden, n'avaient pas soutenu Israël. En tout cas, il tente à s'aligner sur les positions des extrémistes au sein du gouvernement israélien. Parce que même Netanyahou semblait dépassé par Trump. Ou le fait l'être. Oui, je pense, parce que je pense pas qu'il ait tout découvert. D'autant que il a pas fallu 24 heures au chef des armées israéliennes pour dire on va préparer le transport des gens qui voudraient partir de la bande de Gaza. Donc, mais il s'aligne en fait sur les positions de l'extrême droite israélienne, il s'aligne sur ceux qui ne veulent pas d'un État palestinien, et il s'aligne bientôt sur, en tout cas c'est la façon dont il en a parlé, le laisse penser, sur ceux qui souhaitent annexer la Cisjordanie. Où il a dit « je donnerai ma réponse dans un mois », mais il le fait dans des termes qui laissent plutôt penser qu'il penche plutôt vers ceux qui sont sur la ligne de la reconquête de la Cisjordanie. Donc c'est ça la réalité, je pense. Alors ça se choque avec la première ambition, puisque l'Arabie Saoudite l'a d'ailleurs rappelé, sans un deuxième État dans la région, donc sans un État palestinien, ils ne souscriront pas aux engagements et aux accords dits d'Abraham. Donc pour Donald Trump, c'est une complication. Est-ce qu'il doit suivre aveuglément Netanyahou qui continue de s'appuyer sur ses extrêmes, ou est-ce qu'in fine, il réussira à leur faire admettre qu'il faut un État palestinien? On en est là pour le moment. Oui, parce qu'à cette sortie, effectivement, on a ça le sentiment que Donald Trump détruit tout ce qu'il a construit en 2020 avec ses accords d'Abraham, en justement mettant fin à la possibilité d'une solution à deux États, là. En tout cas, il a essayé de placer l'Arabie Saoudite devant un fait accompli. C'est-à-dire, il a dit, vous savez, moi, j'ai eu encore des conversations avec eux et, à vrai dire, ils ne mettent plus de préconditions palestiniennes à la négociation en cours. Vous savez, la négociation est à 3 parties. Les Saoudiens disent, nous sommes prêts à ouvrir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, ce qui, comme disait Jean-Marie, change le profil du Moyen-Orient, parce que vous avez quand même le pays le plus riche, le plus influent, le leader du monde sunnite, dont d'ailleurs l'influence va au-delà même du monde arabe, qui dit, non, on peut avoir des relations avec Israël, on normalise définitivement la présence d'Israël dans son environnement arabe. Donc ce serait un nouveau Moyen-Orient. Alors les Saoudiens disent, pour ça, nous, on veut d'abord un accord de défense en bonne et due forme avec l'Arabie Saoudite, et qui stipule l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire si nous sommes attaqués, entre parenthèses, par l'Iran, si nous sommes attaqués, nous voulons que les États-Unis viennent mécaniquement à notre aide. Deuxièmement, nous pensons à l'après-pétrole. Nous avons besoin, nous sommes déjà très forts, nous les Saoudiens, en matière d'énergie durable, mais nous avons besoin du nucléaire civil, absolument besoin du nucléaire civil. Et entre parenthèses, mais c'est un non-dit, de nous familiariser avec les questions nucléaires face à l'Iran. C'est toujours la République islamique qui a derrière cette histoire. Et donc nous voulons que les États-Unis nous apportent la technologie nucléaire civile dont nous avons besoin. Et puis ils ajoutent une troisième condition, qui est « mais nous ne ferons cela, nous n'installerons une ambassade à Tel Aviv que s'il y a une négociation dont l'aboutissement est fixé à l'avance, la création d'un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et dans la partie orientale de Jérusalem, quitte à faire des aménagements territoriaux pour tenir compte du fait qu'il y a des colonies de peuplement et qu'on ne pourra pas les déplacer. Et donc faisons les aménagements territoriaux dans le sud, dans le Negev, par exemple, pas loin de la bande de Gaza. Donc tout ça est sur la table. Et Trump dit à sa conférence de presse, non, il n'y a plus de préconditions palestiniennes. La précondition qu'il faudrait qu'il y ait aussi une négociation dont l'aboutissement est fixé à l'avance. À peine avait-il fini sa conférence de presse que la maison royale, la maison des Saouds, donne à la presse un communiqué d'une page stipulant exactement le contraire de ce qu'a dit Trump et disant « nous insistons toujours et plus que jamais, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 15 mois, sur la nécessité de la création d'un État palestinien. Et tant que cette condition ne sera pas satisfaite, nous n'ouvrirons pas de relations diplomatiques avec Israël. » Voilà le dossier. Donc d'une certaine manière, Trump a fait reculer les accords d'Abraham. Il les a fait reculer. Mais en revanche, son propos, comme vous le disiez, facilite la tâche de Netanyahou parce que son propos laisse entendre que
ça ne tient pas la route, un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. À Gaza, déjà, il y a 10 ans de reconstruction devant nous, donc c'est pas le moment de l'intégrer à un éventuel État, ça n'aurait pas de sens. Alors, il faut faire autre chose à Gaza, il faut faire la Riviera. Et quant à la Cisjordanie, moi j'irai plus loin encore que Jean-Marie. La position traditionnelle des États-Unis, c'est non à l'annexion. Ce sont des territoires disputés, c'est vrai, disputés. Vous savez, la Cisjordanie, on oublie toujours de dire que la Cisjordanie ne faisait pas partie de ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. À la suite de la guerre de 1948, la Transjordanie, il n'y avait pas encore la Jordanie, ça n'existait pas, mais le royaume hachémite s'appelait Transjordanie. Dans l'attaque menée avec la Syrie, avec l'Égypte et avec l'Irak contre le tout nouvel État d'Israël, s'est emparé de la Cisjordanie. Donc c'est un territoire disputé. Il a longtemps appartenu à ce qui est devenu ensuite la Jordanie, puisqu'une fois que la Transjordanie avait pris la partie ouest du Jourdain, ça s'est appelé la Jordanie. Et donc, ce territoire, il n'y avait pas de statut juridique. François Mitterrand disait toujours un territoire disputé. Alors, il est certes occupé, l'occupant n'ayant pas le droit d'en changer ni la démographie, ni la physionomie, ce sur quoi les Israéliens s'assoient tranquillement, mais il est occupé. La position américaine a toujours été celle-là, la position du département d'État et de la Maison-Blanche, que les présidents soient républicains ou démocrates, ils ont dit jamais pas d'annexion par la force. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, imaginez que dans un mois, Donald Trump, et je pense que c'est ce qu'il va faire, va donner à Netanyahou l'imprimature des États-Unis pour annexer ce territoire qui n'appartient pas aux États-Unis. Donc, mais imaginons que les États-Unis fassent ce pas-là, ce qui serait une violation de plus, mais on n'en est pas à une près, de toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris celles votées par les États-Unis. Imaginons que les États-Unis fassent ça et que dans un mois, pour conserver sa coalition, et parce que ça fait partie du programme de sa propre formation, le Likoud, le vieux parti de la droite israélienne, imaginons que Netanyahou dise « nous annexons l'ensemble de la Cisjordanie », eh bien, à ce moment-là, quel est le sens de la négociation en Ukraine ? Quel est le sens de la négociation en Ukraine ? Pourquoi, dans un cas, on soutient l'Ukraine face à la Russie, alors qu'on ne soutient pas la partie arabe dans le cas de la Cisjordanie ? Si vous donnez votre imprimature à une annexion d'un territoire par la force, je veux dire, c'est que vous légitimez totalement ce que font les Chinois dans le Pacifique occidental et ce que fait la Russie dans son étranger proche. On entrera dans un autre monde. Je voudrais revenir sur la réaction saoudienne aux propos de Trump, qui a insisté sur la nécessité d'avoir un État palestinien. Au début des négociations sur les accords d'Abraham, il semblait que la question palestinienne n'était pas primordiale pour l'établissement de relations entre Tel Aviv et Riyad. Et d'un coup, cette question est redevenue centrale. Pourquoi ? Est-ce que c'est par rapport à la rue arabe que l'Arabie saoudite se positionne ainsi ? L'homme fort de l'Arabie saoudite, c'est le prince héritier, Mohammed Ben Salman, MBS. Mais il y a son père, il est toujours là, il est malade. Mais son père, le roi, lui, il est contre. Il s'en tient au plan proposé par l'Arabie saoudite en 2002, le plan de Riyad, auquel les Israéliens n'ont jamais répondu, mais qui a été soutenu par beaucoup de pays et qui disait normalisation non pas simplement de nos relations à nous, Saoudiens, avec Israël, mais de l'ensemble du monde arabe avec Israël, si on fait un État palestinien dans les territoires occupés, toujours les mêmes, Jérusalem-Est, la partie orientale de la ville sainte, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et donc, les Saoudiens, ils tiennent à leur plan, le roi, il y tient. Donc, il y a la personnalité du roi. Il y a MBS, il est un peu lié par ça, même si son père est très malade. Et puis ensuite, il y a l'opinion publique. L'opinion publique, il faut comprendre que c'est une opinion publique qui, depuis 15 mois, sur les 3 ou 4 grandes chaînes arabes, pas simplement Al Jazeera, la chaîne du Qatar, le plus radical des États arabes dans cette histoire, pas simplement la chaîne du Qatar, mais aussi Al Arabiya et les autres, c'est la vision de la bande de Gaza, la vision de centaines de milliers de Palestiniens dans la rue, dans les ruines, ce peuple des ruines, là. Et le nombre de morts, à peu près 46 ou 47 000 morts, on ne sait pas. Mais il faudra évacuer les décombres pour savoir sans doute le nombre exact. Donc l'actualité de Gaza, elle entre
tous les jours dans les foyers de l'ensemble du monde arabe et elle crée une opinion publique arabe. On dit toujours que la rue arabe, ça n'existe pas. Si, ça existe, mais elle crée une opinion publique dont les dirigeants, y compris les dictatures, c'est la plupart du temps des dictatures, dont les dirigeants arabes ne peuvent pas ne pas compter. Dans le plan de Trump, l'idée de faire partir les Palestiniens et de les envoyer en Égypte ou en Cisjordanie. Non, en Jordanie, pardon. En Jordanie. Excusez-moi. Oui, en Jordanie. Pourtant, ça fait depuis des mois que Amman et Le Caire refusent d'accueillir des Palestiniens. Ils ont d'ailleurs fixé en octobre 2003 une ligne rouge. On n'accueillera pas de Palestiniens sur notre sol. Pourquoi ils ne veulent pas accueillir de Palestiniens? Et ensuite, est-ce qu'ils ont les moyens de refuser les exigences américaines dans le sens où l'Égypte, comme la Jordanie, sont très dépendants des aides américaines. D'ailleurs, l'Égypte est le seul pays qui a vu ses aides américaines maintenues après le gel des aides internationales. Est-ce qu'ils ont les moyens de refuser, en tout cas de résister à Washington? Israël et l'Égypte sont les deux exceptions dans la rupture, dans la suspension momentanée de l'aide internationale américaine à l'ensemble du monde. Il y a deux exceptions, Israël et l'assistance à Israël et l'assistance à l'Égypte. Il faut comprendre, l'Égypte est un pays qui va vers 110 millions d'habitants. La démographie égyptienne tue absolument tous les programmes de lutte contre la pauvreté, tous les programmes d'expansion, chaque point de croissance est annihilé par la force de l'évolution démographique. Ensuite, c'est un pays qui accueille déjà beaucoup de réfugiés, par centaines de milliers. Le cas de la Jordanie est un peu différent. Et dans le cas de l'Égypte aussi, il faut comprendre que l'Égypte du maréchal Sissi ne supporte pas la moindre opposition politique, c'est-à-dire qu'elle écrase autant l'opposition libérale, pro-occidentale, qu'on pourrait qualifier de centriste ou de moderniste. Cette opposition est laminée, mais elle fait très attention à l'opposition potentielle la plus forte, qui est celle des islamistes, de l'islam politique, des frères musulmans, qu'ils ont renversés, qui avaient pris le pouvoir à la suite des événements de 2011, enfin qui avaient été élus, pas pris le pouvoir, qui avaient été élus au pouvoir en Égypte. Or, les frères musulmans, c'est le Hamas. Le Hamas est une création des frères musulmans égyptiens. Et donc, vous pouvez imaginer que les dirigeants égyptiens actuels, la dictature militaire égyptienne actuelle n'a aucune envie d'accueillir des centaines de milliers de Gazaouis, parmi lesquels il y aurait évidemment des militants, sans doute beaucoup de militants du Hamas. Le cas de la Jordanie est un peu plus différent. La Jordanie a deux composantes. Une composante originelle, bédouine, qui est sur place, et une composante palestinienne. La composante palestinienne étant la suite d'exils et de vagues d'immigration qui ont commencé en 1948, puis qui se sont poursuivies en 1967. Et donc, il y a probablement en Jordanie une majorité de la population palestinienne. Et une des grandes thèses de la droite israélienne, Shamir, dans les interviews, j'ai interviewé plusieurs premiers ministres israéliens, comme Menachem Begin ou Yitzhak Shamir, me disaient tous, mais écoutez, il y a déjà un État palestinien. Et quelle est la légitimité du roi de Jordanie? Après tout, il vient de la Mecque, il vient de Médine plutôt. Et donc, quelle est sa légitimité? Non, si on doit faire un État palestinien, sa capitale, ça c'est Amman. Voilà ce que dit depuis toujours la droite israélienne. Vous pensez bien que le régime jordanien n'a pas envie d'un déséquilibre démographique supplémentaire en accueillant des centaines de milliers de Palestiniens. Qui plus est, c'est un pays de ce point de vue admirable. Il a accepté 1 million de réfugiés syriens, 1 million de réfugiés irakiens, alors que c'est un pays qui ne fait pas 10 millions d'habitants. Il y a d'ailleurs d'immenses camps de réfugiés dès la sortie d'Amman, et puis dans le nord du pays, dans le nord-est du pays, gérés par les Nations Unies, gérés par l'UNRWA, et par les Nations Unies en général. Et donc tout ça, ça pèse énormément sur la Jordanie. Naturellement, ces deux pays reçoivent une aide importante des États-Unis, une aide stratégique, puisque les États-Unis, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, considéraient qu'il était important d'avoir des alliés dans le monde arabe, l'Arabie Saoudite, le Golfe, l'Égypte et la Jordanie, face aux États les plus radicaux qui ont longtemps été la Syrie et l'Irak. Ces pays ne vont pas changer de point de vue. Le roi de Jordanie arrive à Washington la semaine prochaine. Il va avoir des entretiens et je pense qu'il va maintenir sa position. Alors, ça sera peut-être pas public pour ne pas gêner Donald Trump, mais je ne l'imagine pas qu'il change de position, pas plus que la junte militaire au pouvoir en Égypte. Je pense que vis-à-vis de la Jordanie, Trump proposera une manne financière abondante
ou surabondante pour essayer d'emporter la décision. Moi, je pense qu'il faut aussi revenir au but de guerre de Netanyahou après le drame du 7 octobre, qui mettait en cause directement d'ailleurs sa propre responsabilité politique, puisqu'il avait lui-même financé le Hamas, et qui est de dire Gaza, il faut éradiquer le Hamas. À ce stade, il ne l'est pas complètement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'esprit du dirigeant israélien l'idée qu'il va falloir à un moment ou à un autre reprendre le combat pour arriver à ce résultat? Donc, difficulté que Trump détourne un petit peu en disant si on déplace les populations, on déplace le problème, et au fond, on fait en sorte que dans les gens déplacés, il n'y ait pas de partisans du Hamas et que ça puisse isoler davantage encore ceux qui resteraient du Hamas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte, parce que je pense que c'est un des éléments qui inquiète le plus les familles des gens qui sont toujours pris en otage et qui ne sont pas libérés à ce stade encore, même si les négociations continuent. Et donc, ils peuvent s'inquiéter du fait qu'à un moment ou à un autre, et d'ailleurs, ils le laissent entendre, Netanyahou n'aura pas la tentation de reprendre le combat justement pour aller au bout de la logique militaire qui jusqu'à présent lui a réussi, parce que la contre-offensive israélienne, malgré tout, a porté ses fruits. Justement, ce genre de sortie de la part de Trump, est-ce que ça ne risque pas d'avoir un effet sur l'accord en cours entre le Hamas et Israël sur la libération des otages ? Là, on a assisté presque à un différend entre Netanyahou et les Américains. On voit très bien que l'administration Trump, et notamment son envoyé spécial, Witkoff, il veut que les Israéliens et les Palestiniens de Gaza, entre parenthèses, ça veut dire le Hamas, par l'intermédiaire du Qatar et de l'Égypte, parce qu'ils ont quand même besoin de l'Égypte et du Qatar pour mener cette négociation. Il veut que le Hamas, lui aussi, observe le deuxième temps. Le deuxième temps, ça arrive dans un mois. Ça veut dire le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Je n'y crois pas. Et ça veut dire la libération de tous les otages en échange de l'élargissement d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Or, qu'a dit Netanyahou devant Donald Trump? Il a dit, écoutez, on ne peut pas continuer tant qu'il y a une structure, une logistique du Hamas, ce qui est le cas en ce moment. Il faut que nous l'éradiquions. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, éradiquer le Hamas. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'à chaque libération, et au tout début notamment du cessez-le-feu, on a bien vu que le Hamas, de manière ostensible, manifestait sa présence. C'est-à-dire que c'est lui qui protège ou qui pille les convois alimentaires. C'est lui qui organise la libération des prisonniers de façon obscène, où les gens sont insultés, des gens malheureux sont insultés avant d'être mis à l'armée israélienne. Donc ça se passe dans des conditions atroces, mais on voit bien que ce sont des militants du Hamas en armes, avec une hiérarchie qui organise tout ça. Donc il y a encore une structure du Hamas. Ça paraît très difficile dans ces conditions d'imaginer qu'on va vers la deuxième phase du cessez-le-feu et d'être optimiste pour les otages qui restent. D'où cette bataille, mais il y aura quand même une bataille que Netanyahou ne remportera pas forcément, parce que l'administration Trump ne veut pas que la guerre reprenne et que elle donne le sentiment très vite d'avoir été flouée au fond et d'avoir malmené cette négociation. Donc voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines à venir, mais dès le lendemain de cette conférence de presse, dès le soir même de cette conférence de presse, en Israël, les gens étaient pessimistes pour les otages. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre émission politique le jeudi aussi, et c'est sur France 24. Merci messieurs, et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.